parce que c'est l'heure, etc. Donc on va manger non pas parce qu'on s'écoute, mais on va manger parce que des contraintes extérieures nous disent qu'il faut manger. Et ensuite, il y a les hyperphagies qui sont extraprandiales, c'est-à-dire en dehors des repas, et on va manger parce qu'on n'a pas faim, c'est-à-dire des grignotages, des compulsions, quelques accès boulimiques pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et donc là, on va souvent rechercher d'autres facteurs, comme notamment le sommeil. Voilà. Alors, sur le plan des sensations alimentaires, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs sensations de faim parmi les personnes qui viennent nous voir. Alors moi je fais cours aux étudiants, aux internes en médecine générale à la fac, et donc on travaille justement sur la prise en charge de l'obésité. Donc c'est un amphi de 300 personnes, de 300 médecins généralistes, et donc je leur pose la question dans l'amphi, ils sont 300, peut-être 200, et je leur pose la question, voilà, ils ont fait 10 ans d'études, et je leur dis, à quel endroit vous ressentez la faim dans votre corps? Alors je vais vous la poser aussi, cette question. Est-ce que vous savez toutes et tous à quel endroit se situe la sensation de faim dans votre corps? Et si oui, est-ce que vous pouvez me dire à quel endroit vous la ressentez? Et est-ce que vous pouvez faire le geste avec le doigt de me montrer à quel endroit vous ressentez la faim? Allez-y, allez-y, montrez-nous. Alors, il y en a certains, c'est là. Il y en a, c'est là. Il y en a, c'est là. Il y en a, c'est là. Donc, eux, ils ont fait 10 ans d'études, et je vous rassure tout de suite, ils ne savent pas. La majeure partie, globalement, c'est que c'est à peu près vers là, mais il y a une très grande proportion d'internes en médecine générale qui ont fait 10 ans d'études, qui ne savent pas ce que c'est la faim. Ils savent combien de calories il faut manger, ils savent quel est l'équilibre alimentaire qu'il faut avoir, combien il y a de calories dans une pomme, et ils ne savent pas dire à leurs patients ce qu'est la sensation de faim. C'est absolument impossible. Donc le travail, avant de parler de calories, etc., la chose qu'on essaie d'apporter aux personnes qui viennent nous voir, c'est déjà de se connaître. C'est la première des choses. Donc la sensation de faim, c'est une sensation normalement qui est désagréable, qui se ressent au niveau du creux à l'estomac, qui ne fait pas mal et qui ne brûle pas. Si ça fait mal et si ça brûle, il faut consulter parce que il y a un problème. Voilà. C'est comme l'envie de pisser, ça fait pas mal, ça brûle pas, et si ça brûle ou si ça fait mal, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Mais c'est pas très agréable d'avoir très envie d'aller aux toilettes. Voilà. Et ensuite, on va travailler donc sur le rassasiement, c'est-à-dire le nombre de bouchées ou la quantité de nourriture nécessaire qui fait que la faim s'en va. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà toutes et tous arrivé de commencer un repas, d'être appelé au téléphone, et puis d'avoir fini la conversation téléphonique et de se dire « Non, en fait, j'ai plus faim ». Et ça nous est tous arrivé. Et c'est là où on se rend compte que finalement, si on écoute notre corps, ces quelques bouchées nous suffisent largement pour que la faim s'en aille. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'il faut manger pendant la journée, parce qu'on va avoir la faim qui va revenir 1 heure après ou 2 heures après, mais on est quand même dans une société dans laquelle on mange entre 2 et 4 fois de trop. Et ça, c'est extrêmement important. Surtout que cette société nous apprend à lutter contre la faim. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette pub. Donc c'est le petit bonhomme qui s'appelle G. la dalle qui a faim. Donc, on vous explique que la faim, elle est méchante. Et là, on va commencer à parler de pédiatrie. On apprend aux enfants, à l'école, à ne pas s'écouter. On leur dit qu'il faut terminer les plats. On leur dit qu'il ne faut pas manger quand ils ont faim. Or, c'est la chose la plus basique. Et donc, on est dans une société qui nous dit qu'il faut manger à certaines heures, il faut manger une certaine quantité, il faut manger un certain nombre de fois, mais on ne nous apprend pas à nous écouter. Et on est constamment en train d'essayer de comprendre notre corps, mais
La société nous fait qu'on va on va pas s'écouter. Alors il y a des faux amis de la faim, effectivement. Eh ben, il y a des personnes qui pensent qu'ils ont faim quand elles s'ennuient. Bah oui, moi aussi. Des fois, on a des brûlures gastriques et on pense qu'en mangeant, ça va aller mieux. Bah oui, quand on mange, ça va mieux, mais c'est pas de la faim. Donc moi aussi, j'ai des brûlures gastriques et quand j'ai des brûlures gastriques, bah, j'ai envie de manger. C'est normal parce que ça diminue le pH de l'estomac. Ensuite, le stress et l'anxiété. Ben, moi aussi, quand je suis stressé, j'ai envie de manger. J'espère que je ne suis pas le seul dans la salle. Des fois, on a des envies, c'est-à-dire qu'on a envie de manger, mais on n'a pas faim. Donc ça, c'est ceux qui disent qu'ils ont faim là. Donc ça, c'est des envies, mais ce n'est pas de la faim. Ensuite, il y a certaines substances, je sais que vous n'en consommez pas, mais il y a certaines substances comme le cannabis qui donnent des fausses sensations de faim. Le syndrome dépressif, quand on est déprimé, on a envie de bouffer, c'est normal. Et alors là, le truc que vous avez tous vécu, en lendemain de soirée, quand on a fait la fête, on est fatigué, on a sommeil, et on a envie de faire quoi? De rester dans le canapé et de bouffer. Bah oui, c'est normal. La fatigue et la somnolence nous donnent envie de manger. Pourquoi? Bah parce que l'alimentation est un excellent moyen de faire disparaître le sommeil. Donc les gens qui ont un problème de sommeil font disparaître l'envie de dormir en mangeant, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc des personnes qui ont des envies, alors ça c'est typique, une personne qui a envie de chocolat en fin de journée parce qu'elle se sent fatiguée, je vois des personnes sourire, il faut souvent rechercher un problème de sommeil. Soit une dette de sommeil, soit des apnées du sommeil. En tout cas, il faut essayer de creuser dans cette direction-là. Voilà. Alors ensuite, on va essayer d'accompagner les personnes à se comprendre. Donc on essaie de leur faire travailler sur la sensation de faim, sur leur sensation de rassasiement, et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que je peux vous expliquer comment on fait travailler sur la sensation de faim. On leur fait, donc on va parler aussi de pédiatrie juste après. Pour travailler sur la sensation de faim, on leur fait faire un test qui s'appelle le test de la faim. Mais en fait, ces dernières années, j'ai rajouté une dimension un petit peu psychologique à ce test de la faim. C'est une dimension où je demande aux personnes de revenir en arrière comme s'ils avaient 5 ans. Alors pourquoi 5 ans? Quand on a 5 ans, il y en a parmi vous qui ont des enfants? Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant de 5 ans? Alors moi j'ai une petite fille de 5 ans et demi, donc je peux vous dire que j'y baigne totalement. Que fait un enfant de 5 ans dans la journée? Il ne sait pas lire l'heure. Donc il ne sait pas que c'est l'heure de manger. Il ne sait pas ce qu'il faut manger. Il y a très peu de connaissances de l'équilibre alimentaire, de ce qu'il faudrait manger. Il ne sait pas en combien de quantité il faut manger. Il n'y a pas assez d'expérience là-dedans. Et un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire que s'écouter. Un enfant de 5 ans, quand il a faim, il fait quoi? Papa, j'ai faim. Ah, ok. Mais qu'est-ce que tu veux manger? Alors, est-ce qu'un enfant de 5 ans, il va se dire « Oh là là, il faut absolument que je mange des brocolis à l'huile d'olive ». Pas du tout. Un enfant de 5 ans, il a envie de quoi? Papa, j'ai envie de gâteau. Papa, j'ai envie d'une pomme craquante. J'ai envie de... Je sais pas. Alors, le petit plaisir de ma fille, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est de manger du pain de mie avec du curry et de la confiture. C'est son petit plaisir. Je dis, papa, j'ai trop envie de mon petit plaisir. Donc, je lui fais sa petite tartine de curry. Donc, un enfant de 5 ans, c'est exactement ce qu'il a envie de manger. C'est exactement s'il a faim. Et les enfants sont capables de manger 3/4 de tartine et de s'arrêter en disant « J'ai plus faim, je vais jouer ». Et quand on fait travailler la sensation de faim aux personnes qui viennent nous voir en consultation, il y a cette notion de « bon, ben, vous faites comme si vous aviez 5 ans, c'est-à-dire que vous faites votre petit caprice. Vous vous levez le matin, et tant que vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Et quand vous avez faim, ben, vous mangez ce qui vous fait plaisir. Ça peut être des madeleines, ça peut être du chocolat, ça peut être des cacahuètes, ça peut être tout ce qu'ils veulent. Et on va leur demander de manger comme une quantité d'enfants de 5 ans, une petite quantité. Parce que cette petite quantité va permettre justement de comprendre qu'avec peu d'alimentation, ça suffit largement pour faire disparaître la faim, quitte à ce que la faim revienne 1 heure ou 2 heures après. Et ça fonctionne bien parce que beaucoup de personnes
ont vécu et ils n'ont pas de problème de poids par hasard. Il y a souvent les parents, les éducateurs, les médecins, les diètes, les kinés, les chirurgiens qui arrivent et qui disent qu'il faut faire. Et donc c'est très compliqué et on leur apprend justement de nouveau à se réécouter. Voilà. Et donc quand on parle de parents et d'éducation, il y a 3 choses dans l'alimentation qui va faire qu'un enfant qui n'a pas de problème de poids va avoir à terme un problème de poids à l'âge adulte, hormis des problèmes graves hein, comme les apnées du sommeil, des maladies génétiques, etc. Il y a 3 choses que font les parents qui vont faire qu'un enfant va avoir un problème de poids. 3. La première chose, c'est d'interdire un enfant de manger. Plus on interdit un enfant de manger, plus il a envie de manger. C'est ce que je vais vous expliquer après. Deuxième chose, c'est de forcer un enfant à manger. Plus vous forcez un enfant à manger, plus il va écouter la personne qui le force à manger. Moi, j'avais un grand-père qui était obèse. Et les dimanches midi, quand on allait manger chez lui, il nous frappait avec son couteau quand on terminait pas nos assiettes. Je ne sais pas si j'ai le seul grand-père qui est comme ça. Et il nous obligeait à boire du pinard. Ouais. Alors moi, je ne fais pas de la nutrition par hasard. Hein. Je suis extrêmement touché par tout ce qui est en lien avec l'alimentation et les émotions, etc. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont été dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on les a obligés, quand ils étaient petits, à finir leur plat, à manger alors qu'ils n'avaient pas faim. Et donc on leur apprend justement à s'écouter de nouveau. Donc je répète, il y a les 3 choses. La première, c'est d'interdire un enfant. La deuxième, c'est de forcer un enfant. Et la troisième, c'est de... Pardon ? Ouais, alors il y a les régimes, effectivement, mais c'est plutôt de la restriction. C'est ça, exactement. Ouais. Alors c'est ça, c'est le fait de récompenser un enfant avec de la nourriture, c'est-à-dire de remplacer l'amour d'un parent. C'est dur, hein, ça. Hein, mais c'est plus facile quand on ne sait pas donner de l'amour de donner à manger plutôt que donner de l'amour parce qu'on ne sait pas le donner. Alors ça, c'est très fréquent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à aimer, ben oui, à donner de l'amour, et c'est beaucoup plus facile de donner de l'alimentation. Et ça va être typiquement, sois sage et tu pourras manger du dessert, finis tes haricots, tu auras de la glace, si tu as des bonnes notes, on ira au McDo, etc. etc. C'est-à-dire que l'enfant va progressivement remplacer les émotions par de la nourriture, et on se retrouve avec une alimentation qu'on appelle émotionnelle. Voilà. Donc si on va un petit peu plus dans le détail, la première chose, c'est d'interdire une personne. Je ne sais pas si vous avez, alors, pour ceux qui ont déjà vu des conférences, je fais toujours cette blague-là, alors désolé, c'est le truc de l'éléphant rose. Il y en a qui connaissent? Non? Ah non? Vous connaissez pas? Si. Bon, alors désolé, je vous mets à part. Donc, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu de l'éléphant rose, est-ce que vous pouvez me dire la semaine dernière combien de fois vous avez pensé à un éléphant rose? Hors substance illicite, ça c'est normal. Combien de fois vous avez pensé à un éléphant rose la semaine dernière? 0. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la journée, je vous interdis totalement de penser à un éléphant rose. Et quand vous sortez de la salle tout à l'heure à la pause, je vous interdis de nouveau de penser à un éléphant rose. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau? Vous allez penser à un éléphant rose toute la journée. Donc, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Vous allez penser à ça. Donc, c'est-à-dire que notre cerveau est fait qu'à partir du moment où on nous interdit de faire quelque chose, on a absolument envie de le faire. Et ça, c'est très intéressant d'en avoir conscience quand on prend en charge les personnes qui viennent pour un problème de poids. Si on leur interdit de penser à du chocolat, ils vont penser à du chocolat. Et ça, c'est le concept de la restriction cognitive que vous devez connaître. C'est typiquement la jeune demoiselle au mois de mars-avril, qui se dit cet été, il faut absolument que je rentre dans mon maillot. Il est 3 heures de l'après-midi, elle a envie de chocolat, parce qu'elle n'a pas bien dormi, elle a passé une journée de merde. Et elle se dit, j'ai envie de chocolat. Mais non, le chocolat, c'est pas bon pour la santé, je l'ai vu à la télé, c'est pas bon pour le poids. Et donc, elle va, au lieu de manger du chocolat, elle va manger une pomme. Donc, elle va se lever, elle va manger une pomme, puis elle se rassoit.
Elle n'avait pas envie de pomme. Et puis cette pomme, elle n'avait pas trop goût au chocolat. Donc elle s'est dit, bon, j'ai peut-être pas assez mangé parce qu'il faut quand même beaucoup manger pour perdre du poids. Et donc elle va se lever, aller dans le frigo et manger un yaourt. Donc elle a mangé le yaourt, elle se rassoit. J'avais pas trop envie de yaourt. Et elle repense au chocolat. Au lieu d'en avoir envie de 1 carreau ou de 2 carreaux, elle a envie de beaucoup. Et elle repense à la matinée de merde qu'elle a eue avec son patron qui lui en a mis jusque-là. Et elle se dit, bon, à partir de demain, c'est fini. Plus jamais de chocolat. Et vu que c'est la dernière journée de ma vie où j'ai le droit du chocolat, bah j'y vais. Du coup, elle va manger, voilà, la plaquette. Donc au lieu de manger quelques carreaux, elle va manger une pomme, un yaourt et une plaquette. Et ça, c'est typiquement le trouble du comportement alimentaire, de la restriction cognitive, qui fait que plus on va s'interdire, plus on va avoir de compulsions. Et ça existe déjà chez les enfants. Ensuite, il y a les émotions. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a une émotion, un stress, une anxiété, un ennui, un vide, un manque, une injustice, mais on ressent des choses à l'intérieur. Et quand on ressent des choses à l'intérieur, c'est très difficile, extrêmement difficile, de les faire disparaître. Alors quand on était petit et qu'on tombait, nos parents, ils nous relevaient, ils nous faisaient un câlin, et ça allait mieux. Et plus on avance dans la vie, on a de moins en moins de câlins. Alors on tombe de moins en moins, mais on a quand même des souffrances. On a des émotions. Et bien c'est beaucoup plus facile de faire disparaître une émotion avec des frites qu'avec un câlin. Alors ça paraît bizarre. Mais notre travail va consister à travailler sur ces émotions avec les personnes qu'on voit en consultation. Donc je ne sais pas si vous avez eu sur ces 2 jours, peut-être que je me gourre au niveau de... vous avez fait de la pleine conscience, de la méditation? C'est demain. Alors demain, vous verrez que la pleine conscience aide énormément à ressentir les émotions qu'on a à l'intérieur du corps. Et donc tant qu'on ne prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps, on ne peut pas savoir comment gérer. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Ils rentrent du boulot, il y a la fatigue, il y a le stress, il y a les transports en commun, il y a le bain qu'il faut pour les enfants, il faut préparer à manger, j'ai passé une journée de merde. Et c'est très facile de manger à ce moment-là. De boire une bière, de manger de l'apéro, et on se sent mieux. Ces émotions, elles ont disparu. Alors pourquoi ? En fait, quand on mange, au niveau de l'estomac, il y a à côté de l'estomac le plexus, et qui va justement en dilatant l'estomac. C'est pour ça que c'est important à ce moment-là de manger beaucoup, parce que la dilatation de l'estomac fait qu'on se sent mieux. Pourquoi ? Parce que ça agit sur le système parasympathique qui va faire diminuer la tension artérielle et le stress qu'on a à l'intérieur du corps. Mais il y a d'autres techniques que l'alimentation pour faire ça, et notamment la pleine conscience et la respiration abdominale fonctionnent extrêmement bien. Vous savez ce que c'est la respiration abdominale ? Oui, ok. Donc la respiration abdominale fonctionne extrêmement bien pour faire diminuer la tension qu'on a à l'intérieur, et la pleine conscience aide à gérer ses émotions. Je regarde juste l'heure qu'il est. Voilà. Ensuite, il y a un autre groupe de personnes, ce sont les personnes qui passent devant une boulangerie et qui peuvent ne pas s'arrêter. Donc, c'est l'odeur, c'est le fait de voir, c'est le fait de s'imaginer manger. Et donc, voilà, quand j'achète ma baguette de pain sur le chemin du retour et quand j'arrive chez moi, il n'y a plus de pain. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les mangeurs externaux. Voilà. Donc l'externalité fait qu'on va manger non pas parce qu'on a faim, mais parce que ça nous donne envie. Donc les buffets, les boulangeries sont des moments où on ne va pas s'écouter parce qu'on a faim, mais on va manger parce que ça nous donne envie. Et donc tous ces comportements alimentaires, le fait de savoir reconnaître sa faim,
son rassasiement? Est-ce qu'on a une alimentation émotionnelle? Est-ce qu'on a des interdits? Est-ce qu'on est external? Tous ces 5 comportements alimentaires, il est très difficile d'en prendre conscience tout seul. C'est extrêmement difficile. Donc soit on est accompagné par un professionnel de la nutrition, un diététicien, donc c'est cette personne-là qui va accompagner la personne. Soit nous on a mis au point Avitam, alors ça ne va pas remplacer l'avis médical ou l'avis diététicien, mais ça permet aux gens de prendre conscience. Et donc je vais vous en parler après. C'est-à-dire qu'en remplissant un carnet de suivi Avitam, les personnes peuvent savoir exactement s'ils sont restrictifs, s'ils sont anxieux, s'ils sont déprimés, s'ils sont somnolents, s'ils connaissent leur faim, s'ils ont une restriction alimentaire, s'ils ont une émotionnalité ou une externalité. Voilà. Et donc les parents, comme je vous expliquais, ont un rôle extrêmement important là-dedans. Et donc au fur et à mesure, il y a une pression que mettent les parents sur leurs enfants pour qu'ils répondent à un modèle d'idéal. On a tous envie que nos enfants soient parfaits, voilà, moi aussi. Et en fait, il y a cette notion d'obligation, il faut manger à certaine heure, il ne faut pas manger à certaine heure, il faut finir son assiette, il faut manger plus de ci que de ça. Alors je vais vous raconter une anecdote personnelle, c'est que il y a à peu près 1 an et demi, je rentre avec ma fille à la maison et je ne savais pas trop quoi faire à manger, il restait de la soupe et il y avait dans le congélateur que des pommes de terre au four, là, vous savez, les petites pommes duchesse. Et donc je prépare à manger, je prépare à la fois la soupe et les pommes de terre. Ma femme arrive à ce moment-là et je demande à ma fille, je dis « Amy, tu veux de la soupe ou est-ce que tu veux des pommes de terre ?» Et là, ma femme qui fait « Mais non, lui propose pas ça, elle va manger les pommes de terre et elle ne voudra jamais de la soupe. » Et là, ma fille qui fait « Oh, mais papa, mais j'ai trop envie de la soupe !» Et là, ma femme qui fait « Et elle est partie. » Donc en fait, on pense que les enfants vont avoir un comportement alimentaire qui est déviant. Or, c'est nous qui avons spontanément des comportements alimentaires qui répondent à la société. Donc ça, c'est très important, le fait d'avoir conscience que nous apportons à nos enfants une rigidité qui n'est peut-être pas la meilleure pour leur croissance et pour leur comportement alimentaire sur le plus long terme. Alors ça, c'est une vidéo qui a été faite pour montrer un petit peu l'alimentation émotionnelle. Je vais mettre un peu plus fort parce que... Voilà. On parle de risque cardiovasculaire. Donc c'est quelqu'un qui est en situation d'obésité qui a fait un infarctus. J'ai pas plombé l'ambiance du tout. On reconnaît énormément de choses dans cette vidéo. Elle est assez touchante, je trouve. Ça commence par une maman qui est en détresse. La seule façon de calmer son enfant, c'est de lui donner des frites. C'est difficile, ça. Et ensuite, il y a un début de problème de poids, et puis il y a un médecin qui va lui dire « il faut changer ». Et puis il y a la maîtresse qui lui dit « il faut changer ». Et puis les parents qui disent qu'il faut changer. Et puis on lui interdit de manger. Il cache de la nourriture dans sa commode. Il se fait gronder.
On lui dit qu'il faut aller au sport. Et il n'a pas envie. Et en fait, il arrive, donc cette personne-là n'a jamais voulu se mettre au régime. Cette personne-là, la seule chose qu'elle a eu envie dans sa vie, c'est un câlin de sa mère. C'est fou. Mais c'est très difficile. Donc le travail qu'on va faire avec les personnes qu'on voit en consultation, c'est pas de leur rajouter une pression en leur disant il faut maigrir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est de leur redonner du pouvoir et de leur redonner la capacité d'accepter ce qu'ils ressentent quand ils sont malheureux. Et c'est tout le travail qu'on essaie de faire à la fois chez les adultes et à la fois chez les enfants. Et là, il y a une notion qui est extrêmement importante. Hier soir, je faisais une soirée médicale avec des rhumatologues et on a parlé pendant ce repas de la grossophobie médicale. Est-ce que vous connaissez ce concept-là qui est extrêmement fréquent? Il y a un article que je vous invite à lire qui est sorti dans le JAMA, qui est l'une des plus prestigieuses revues internationales, qui en anglais, le titre c'est « Vous avez mal à l'oreille, perdez du poids ». Il y a beaucoup d'erreurs médicales liées à l'apparence physique des personnes qui sont vues en consultation. En gros, une personne se fait une entorse à la cheville, va voir son médecin généraliste et dit « mais avec le poids que vous faites, qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi ?» Et ça arrive. Ça arrive. Et donc cette grossophobie médicale, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'on a tous des comportements humains qui fait qu'on n'est pas parfait. Moi, je sais que j'ai des comportements grossophobes par moment, mais bien sûr, parce que je suis humain. Et il y a des personnes qu'on voit arriver en consultation, on se dit « ça va être compliqué ». Alors on ne va pas le dire devant eux, mais on va en prendre conscience. Et le fait de prendre conscience, ça fait déjà partie du chemin. Parce qu'on est humain et qu'on ne peut pas être parfait. Et le fait d'avoir conscience qu'il y a une partie de nous qui est grossophobe, c'est une grande partie du chemin. Et le fait de ne pas avoir de comportement restrictif dans le sens où « mais vous avez vu votre poids ?» Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants et on leur demande de perdre du poids. C'est débile. Il n'y a aucune preuve scientifique qu'il faut perdre du poids pour améliorer la fertilité. Aucune. Or, quand une personne vient pour un problème de fertilité à l'hôpital, on nous les envoie pour qu'ils perdent du poids. C'est terrible. Et donc, en fait, ça va être une consultation gynéco, ça va être une consultation chez un médecin généraliste, chez un rhumato, chez un chirurgien, qui se dit « mais je ne vais pas vous opérer avec le poids que vous faites ». Et donc, il faut avoir conscience que la grossophobie fait partie du paysage scientifique et médical, et de le nier est, je pense, une erreur. Alors, on est à la moitié de la conférence. Je vais vous parler maintenant un petit peu de contrôle alimentaire. Quand on essaie de compter les calories, je pense qu'il y a certains qui connaissent cette diapositive. C'est une étude qui a été faite par l'équipe de Brian Vansink au Canada et aux États-Unis. On fait venir dans une salle 3 groupes de personnes. Un premier groupe de personnes qui va évaluer le nombre de calories qu'il y a dans un hamburger. Et globalement, la réponse est parfaite, c'est 450 ou 500 calories. Ensuite, on fait sortir ces personnes, on les refait rentrer, on fait re-rentrer un deuxième groupe de personnes et on leur dit combien il y a de calories dans ces fruits, dans ces légumes. Ils disent, je sais pas, 150 ou 200. On les fait sortir et on les fait rentrer un troisième groupe et on leur dit combien il y a de calories dans ça plus ça. Alors, à votre avis, ils ont répondu quoi, le troisième groupe? Alors, on se dirait 500 plus 200 égale 700, ce qui est assez logique. Vous savez ce qu'ils répondent en moyenne? Ils répondent moins que 500, ils répondent 400. Et oui, c'est bien connu. Les calories des légumes aspirent les calories des hamburgers. Et ça fonctionne super bien. C'est pour ça que les gens veulent manger plus de légumes pour aspirer les calories des burgers. Il faut avoir conscience également d'un deuxième concept très important, c'est qu'on a tous les humains, qu'on soit professionnel de la nutrition ou pas,
On a tous tendance à surestimer les calories qu'il y a dans la junk food et à sous-estimer les calories qu'il y a dans les aliments qui sont considérés comme bons par la santé. Et personne n'est infaillible, et d'avoir conscience de cela permet d'améliorer l'accompagnement qu'on a auprès des personnes qu'on suit en consultation. Ensuite, ces mêmes chercheurs-là, l'équipe de Brian Van Zink, ils sont embauchés par l'industrie agroalimentaire pour nous faire bouffer plus. Ils sont bien meilleurs que nous, professionnels de la nutrition et de la diététique, pour faire manger plus ou moins ou changer de comportement alimentaire. Un jour, ils se sont amusés, ils se sont dit « Tiens, comment est-ce qu'on va augmenter la consommation de Pringles chez les sujets moyens ?» Et ils se sont dit bah, « Tiens, on va faire une expérience, on va rajouter une Pringles rouge au milieu des Pringles jaunes. » Alors à votre avis, quand on a un Pringles rouge au milieu des Pringles jaunes, on en mange plus ou on en mange moins? Qui dit plus? Qui dit moins? Ok, mais ils en mangent moins. Pourquoi? Exactement, c'est tout à fait ça. Quand on n'a qu'une seule couleur, on ne prend pas conscience de ce qu'on a mangé. Vous avez déjà fait le test au cinéma? On prend le popcorn, et on arrive à la moitié du film. On a tout fini, on ne s'en rend pas compte. Si on mange exactement cette même quantité de popcorn à table, c'est impossible de terminer. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens se disent « Tiens, j'ai mangé un Pringles rouge. Tiens, j'en ai mangé un deuxième, ça veut dire que j'en ai mangé 2 rouges plus 10 jaunes. » Et il y a une prise de conscience à ce moment-là qui permet de se dire « Ah, peut-être que j'en ai suffisamment mangé. » C'est pour ça que vous ne verrez jamais d'autres couleurs dans des paquets de chips, de Pringles. Et regardez, il n'y a que du jaune. Et c'est comme ça qu'on mange plus en plus grande quantité. Je vous assure que si l'industrie agroalimentaire voulait nous faire mincir, ça serait très simple. Mais il serait très pauvre. Voilà. Enfin, moins riche. Donc la problématique, c'est finalement comment arriver à manger moins et plus dépensé, sans interdit, sans se forcer. Ben, nous, on travaille énormément sur la prise de conscience. C'est-à-dire, on va lutter contre les interdits, on va écouter, on va les écouter sur la sensation de faim, de rassasiement, les rythmes de vie, la pleine conscience. Donc pour travailler sur la sensation de faim, on va faire le test dont je vous parlais tout à l'heure. Pour travailler sur la notion de rassasiement, on fait ce qu'on appelle faire le test des quarts d'assiette. Donc on dit aux gens, vous mangez un quart d'assiette, puis vous faites une pause de 5 minutes, puis vous vous reposez la question, est-ce que j'ai faim? Si j'ai encore faim, je reprends un deuxième quart, et si j'ai plus faim, je m'arrête. Ou je passe au... oui, c'est ça. Ensuite, sur les interdits, comment est-ce qu'on va travailler sur les interdits? En fait, les gens qui s'interdisent de manger du chocolat, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va les forcer à manger du chocolat, effectivement. C'est-à-dire que pendant 5 jours, on va leur dire de remplacer totalement leur alimentation par que du chocolat. Et rien que le fait de prescrire ce test fonctionne. Voilà. Et donc, ce test ne fonctionne qu'un aliment par aliment. C'est-à-dire que s'il y a des interdits sur le chocolat, les cacahuètes, le saucisson, les glaces, il faut faire 5 jours de chocolat, 5 jours de glace, 5 jours de cacahuètes. Et ça fonctionne assez bien. Voilà. Ensuite, sur les émotions, on travaille beaucoup sur la pleine conscience. Donc, vous aurez une introduction demain. C'est-à-dire savoir prendre conscience que quand je rentre du boulot et que je suis stressé et que je me sens seul et que je me sens triste, il y a des techniques qui permettent de faire diminuer la pression qu'on a à l'intérieur et de sortir un peu du mode automatique. Tiens, je rentre du boulot, je mange. Et cette prise de conscience est absolument nécessaire. Voilà. Alors, je vais terminer cette vidéo avant de parler d'Avitam. Je vais vous parler de la... Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu, alors de nouveau, excusez-moi. Donc c'est une étude qui a été faite chez des petits singes, les pauvres. Donc vous regarderez dans la vidéo, il y a 2 cages avec 2 singes. Les 2 singes, on leur a appris depuis des jours et des jours, on leur donne une pierre, ils redonnent la pierre, et en échange de cette bière qu'ils redonnent à travers la vitre, ils ont un raisin bien sucré. Et le pauvre singe de gauche, au lieu d'avoir du raisin,
il va avoir du concombre, alors que son pote de droite, il va continuer à avoir du raisin. Et il voit ce qui se passe chez son pote. Donc je vous laisse regarder, je vais vous laisser voir quelle est la réaction du singe de gauche quand il voit son copain. Vous voyez pas? Il va peut-être éteindre. Ah voilà. Donc pauvre petit singe, c'est là où on se rend compte que là, et là je parle surtout chez les enfants, à partir du moment où on crée une injustice chez des enfants, c'est des enfants qui vont ressentir ça à l'intérieur de leur corps. Sauf qu'on on va leur dire mais arrête de faire des crises, ne crise pas. Ils ont juste envie d'avoir accès comme tout le monde et d'être comme tout le monde. Et donc la première des choses chez les enfants va être d'avant tout ne pas nuire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une restriction trop importante, à partir du moment où il y a trop d'interdits, trop de forcer les enfants, ils vont ressentir ça à l'intérieur du corps et ça ne fait qu'empirer ce qu'ils ressentent. Et donc tout le travail qui va être fait avec ces enfants va être à la fois de travailler avec eux, avec les enfants, savoir est-ce qu'ils ressentent la faim, le rassasiement, le plaisir de manger, mais de travailler également avec les parents. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée qui montre que en fait, le fait de travailler avec les adultes seuls était aussi efficace, alors il ne faut pas le dire aux pédiatres, mais aussi efficace que de travailler avec les adultes et les enfants. Donc finalement, c'est là où on se rend compte que finalement, c'est les parents qui sont en cause la plupart du temps. Et donc, il faudra travailler sur ce lien-là, c'est-à-dire ne pas interdire, ne pas forcer, faire en sorte que les enfants s'écoutent. Voilà. Donc, je vais vous montrer je vais m'asseoir pour cette présentation, pour finir. Je vais vous montrer ce qu'on a fait sur Avitam. J'espère que je suis toujours connecté. Eh ben non. Voilà. Donc, je vais me connecter. Hop. Donc Avitam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un carnet de suivi des maladies chroniques et notamment de l'obésité, qui est un carnet de santé qui est en ligne, qui est sécurisé, d'où la nécessité de recevoir un code de confirmation pour se connecter, comme pour un virement bancaire. Et donc, qui va permettre à toute personne d'avoir accès à ses propres données de santé, et notamment des données de santé sur son comportement et son mode de vie. Donc, en quoi Avitam peut vous aider? J'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'aider mon enfant, par exemple, à perdre du poids, etc. Il y a toutes les informations médicales, donc tous les antécédents, les maladies, les opérations, les comptes rendus, les dépistages. Et donc, on peut rajouter tout ce qui concerne la santé. Sur le carnet de santé, donc ça c'est les informations médicales. Il y a également des questionnaires de santé. Donc sur les questionnaires de santé, en tant que personne, on peut voir est-ce qu'on est émotif. Donc ça c'est le questionnaire le DEBQ que vous devez connaître. Ensuite le rassasiement à la satiété, la faim. Il y a pareil sur l'externalité. Il y a pareil sur la restriction cognitive, qui est le RC18, qui est le plus souvent utilisé. Des questionnaires sur l'activité physique pour évaluer l'activité physique et voir si on peut prescrire de l'activité physique chez ces personnes. Ensuite, la partie sommeil, c'est-à-dire on va voir s'ils ont une insomnie, une fatigue, une somnolence, un syndrome des jambes sans repos. Donc on peut voir tout ça, ce sont les personnes qui vont remplir ces questionnaires. Le moral, c'est quand même important de savoir si une personne est en syndrome dépressif ou pas pour le prendre en charge. Impossible de travailler sur l'alimentation s'ils sont en syndrome dépressif.
Le caractère social et notamment la vulnérabilité sociale. On sait que les personnes qui sont en difficulté sociale ont beaucoup plus de difficultés à perdre du poids. Et donc, c'est des questionnaires qui vont être extrêmement simples à remplir. On peut en faire ensemble. Là, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur l'alimentation. Voilà, on voit ce qu'on a fait. Tiens, la restriction cognitive, donc c'est 16 questions. J'ai une notion assez précise du nombre de calories dans les aliments courants. Je compte les calories pour contrôler mon poids de façon consciente. À quelle fréquence faites-vous un régime? Est-ce qu'une fluctuation de 2,5 kg influencerait la manière dont vous vivez? Oh là, 2 kg, oui. Est-ce que la culpabilité de trop manger vous aide à contrôler vos apports alimentaires? Bien sûr. À quelle fréquence évitez-vous de stocker des aliments tentants? J'ai jamais de chocolat à la maison. Quelle est la probabilité que vous achetiez des aliments peu caloriques? Très probable. Je le mets gratiné, lui. J'en consomme des aliments de régime, même s'ils n'ont pas bon goût. Pour moi, faire un régime serait un moyen trop ennuyeux de perdre du poids. Je préfère sauter un repas plutôt que de manger au milieu d'un... M'arrêter de manger au milieu d'un repas. Ok. J'alterne les périodes où je fais un régime strict et celles où je ne porte pas une grande attention à ce que je mange. Bon, je vais un peu vite. Il m'arrive de sauter des repas. Par principe, j'évite certains aliments même si je les aime. Pendant un régime, j'essaie de m'y tenir strictement. Sans plan de régime, je ne saurais pas comment contrôler mon poids. Un succès rapide est primordial pour moi pendant un régime. Voilà. J'enregistre. Et là, donc, Avita me fait le score et il nous dit il semblerait que vous vous imposiez des règles pour manger en vous interdisant ou limitant certains aliments pour ne pas grossir. Attention, ce contrôle, s'il est trop strict, peut vous conduire à craquer en consommant des grandes quantités. Bon, ça, c'est typiquement la tablette de chocolat dont on parlait tout à l'heure. Nous vous conseillons de faire le test du chocolat. Hop, test du chocolat. Et on va pouvoir imprimer le test du chocolat et le faire à la maison. Et on explique sur 5 jours, on va remplacer les aliments par que du chocolat. Donc le but va être de permettre à la personne de compléter et de prendre conscience de son état de santé. Et on a des commentaires de personnes qui disent « Oh là là, mais j'aime le chocolat noir et j'achète que du 90% par exemple ». D'autres personnes qui disent « Bah oui, ça c'est super, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et donc ça permet de créer une communauté de personnes. Donc on a à peu près entre 7 et 10 000 personnes, je ne sais pas exactement le nombre, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et des personnes qui s'expriment, qui disent ce qu'ils pensent, ce par quoi ils sont passés. Et nous, en tant que professionnels de santé, on peut y répondre. Et si je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont inscrits, et vous pouvez tout à fait répondre en tant que professionnel de santé. Ça aide à améliorer la communauté. C'est totalement gratuit, je vous dis tout de suite. C'est financé par d'autres structures, notamment par l'Agence régionale de la santé. Voilà. Donc il y a un carnet de santé finalement qui permet de comprendre ce qui se passe dans le corps. On a des indicateurs où on voit un petit peu où est-ce qu'on en est concernant son poids. Et ensuite on a une timeline, un peu comme sur Facebook, qui permet de retrouver tout ce qu'on a pris, tout ce qu'on a mis en place pour notre poids. Voilà. Et ensuite on a une base documentaire qui permet là aussi d'avoir accès à des tonnes et des tonnes d'informations, des conseils, des tests, des articles. Alors nous, on croule un peu sous la demande et ça permet aux personnes d'aller compléter notre consultation après nous avoir vus. Et ça permet, voilà, tiens, je me suis rendu compte de ci, de ça. Donc ça, c'est la partie donc, adulte. Et donc je vais vous montrer, imaginons que cette personne-là, en tant que personne, a un enfant qui a un problème de poids. Donc on va cliquer sur Mini Yves Bambou. Voilà. Donc on va basculer sur ce compte et en basculant, on va accéder au carnet de santé de son propre enfant. Voilà. Et donc, voilà, donc il n'y a pas d'antécédent particulier et il y a des questionnaires pour les enfants et des questionnaires pour les parents. On va pouvoir préparer la prochaine consultation. On peut suivre la courbe de poids, on peut voir où on est. Voilà, tiens, il est passé au seuil de l'obésité à l'âge de 4 ans, par exemple, et on peut voir le rebond d'adiposité qui est très fréquent. Donc, ces courbes sont assez intéressantes. Et ensuite, on va pouvoir préparer la consultation. Donc, on n'a qu'à dire qu'on a on a une consultation prochainement. Et donc, il y a des questionnaires à remplir par les parents et il y a des questionnaires à remplir par les enfants. Donc, à remplir par l'enfant, on va en faire un ensemble. Voilà. Comment vis-tu ton poids? Très mal. Mal, moyen,
Bien, très bien. Donc vous imaginez que ça ne sera pas la même chose d'accompagner un enfant qui souffre ou un enfant qui se sent plutôt bien. Ensuite, est-ce que tu t'es retrouvé dans certaines situations, en surpoids mais heureux, en surpoids mais malheureux, plus de difficultés que les autres dans le sport, les habits ne sont pas à ma taille, des moqueries qui sont quand même extrêmement fréquentes. Comment est-ce que tu te vois? Ben, je me vois plutôt maigre, plutôt gros. Comment souhaiterais-tu être? Donc là, un peu maigre, mince, du bon poids. Et donc ça permet d'évaluer le travail à effectuer et permettre aussi de voir s'il n'y a pas un désir un petit peu malsain de maigreur. Ça permet d'évaluer les troubles du comportement alimentaire. Ensuite, qu'est-ce qui te donne envie d'atteindre cette silhouette? Diminuer les moqueries, m'habiller plus facilement pour me permettre plus facilement de me mettre en maillot de bain, être comme les autres, meilleur en sport par exemple. À quel point as-tu envie de t'occuper de ton poids? Je ne suis pas du tout motivé. Ah, voilà. Si un enfant qui n'est pas du tout motivé mais qui souffre énormément, il y a peut-être des choses à faire. Comment va le moral? Est-ce qu'il n'est pas un peu déprimé cet enfant? S'il est motivé, tant mieux, on sait qu'on va pouvoir se baser là-dessus. Est-ce que tu as déjà essayé de faire des choses pour ton poids? Oui. Est-ce que le résultat te paraît à la hauteur de tes efforts? Non. Comment pourrais-tu répartir les causes de ta corpulence? À cause de quoi finalement tu as pris du poids? J'ai ma génétique, mon stress, l'école, l'écran, le manque d'activité physique. Je suis gourmand, je mange vite. Voilà. Et ensuite, ils vont pouvoir dire à quel point les éléments qu'ils mettent occupent de la place dans leur prise de poids. Donc là, par exemple, c'est beaucoup concernant la gourmandise. Un enfant gourmand, peut-être que c'est un enfant qui souffre. Qu'est-ce qui te semblerait nécessaire de changer en premier? Je ne sais pas. Peut-être que je vais essayer de moins me resservir. Ou peut-être que je vais essayer d'améliorer mon grignotage ou mon sommeil. Et en premier, je vais d'abord mettre plutôt le fait de ne pas trop me servir. Et peut-être ensuite le sommeil. Comment estimes-tu être soutenu par ton entourage? Est-ce que ta famille t'aide ou ne t'aide pas? Je ne suis pas du tout soutenu. Si tu n'es pas soutenu, on va en parler aux parents. Oui, parce qu'on sait que les parents ont un rôle important. Ici, tu es soutenu, est-ce que c'est plutôt par ton papa, par tes amis, le partenaire de maman, ta sœur? Et en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir comprendre l'état de santé de cet enfant et pouvoir lui apporter des solutions. Donc là, tu penses que ton poids est en lien surtout avec la gourmandise. Tu sembles vivre ton poids très mal. Pour t'occuper de ton poids, tu es plutôt motivé. D'ailleurs, ton projet, c'est de diminuer les moqueries, etc., etc. Et donc, en fait, ça va permettre de créer un parcours de santé pour cet enfant qu'on retrouve là dans la timeline. Et donc, on voit qu'à remplir par l'enfant, il y a d'autres questionnaires à remplir. Donc, ça a débloqué au fur et à mesure certains questionnaires. Donc, on vient de remplir celui-là. Les autres avaient été remplis parce que j'avais fait d'autres présentations. Et ensuite, il y a des questionnaires à remplir par les parents. Comment expliquez-vous que votre enfant ne soit pas prêt à s'occuper de son poids? Donc ça dépend des questions qui ont été préalablement remplies. Je sais pas. Comment expliquez-vous que cela vous préoccupe? Voilà. Mais déjà, on a des informations en tant que professionnel de santé. Si on a ce genre d'informations, on sait qu'on a un enfant qui est globalement motivé, qui sait comment faire, mais les parents, ils s'en foutent. Qui sait que vous allez voir en consultation la fois prochaine? Vous allez voir les parents. Eh bien ouais. Et lorsque vous voyez les parents, on va faire un petit point sur ce carnet de santé. On va pouvoir faire un bilan éducatif partagé. Donc ça, c'est la question éducation thérapeutique. Donc là, je vais me connecter en tant que professionnel de santé. Alors, je pense que j'ai été déconnecté de nouveau. Hop. Je vais me reconnecter. Hop. Tac. Donc là, en tant que professionnel de santé, je me connecte. J'ai exactement les mêmes accès, sauf que je vais chercher le nom de mon patient. Voilà. Et je vais même le retrouver sur les consultations qui sont préparées aujourd'hui. Vous voyez, mini Yves Bambeau.
Voilà. J'accède à son carnet, à sa consultation, la préparation de la consultation. Donc je sais qu'il n'y a pas de problème concernant le questionnaire initial, c'est un feu vert. Et maintenant, je vais parler avec lui de ce feu rouge. Bah oui, il y a des choses, et notamment cet enfant semble être peu soutenu dans sa démarche. Le questionnaire « Mon enfant et son poids » vous aidera à comprendre. Voilà. Donc ça, arriver en consultation, ça permet de gagner beaucoup de temps parce qu'on comprend finalement, sans avoir trop posé de questions, d'où vient le problème. On sait que ça vient des parents. Voilà. Et on sait qu'il y a un énorme feu rouge sur les parents. Donc là, à Vitam, qu'est-ce qu'il vous dit? Le positionnement du parent par rapport à l'enfant, amener le parent à réfléchir sur l'influence de son attitude, sur la passivité à l'opposition de l'enfant, le vécu de l'histoire pondérale de l'enfant. Donc il y a des conseils. Donc tout ça, ça a été travaillé avec l'équipe de Maïté Taubert, qui est le professeur de pédiatrie en nutrition, qui est la plus reconnue en France. Et donc on a mis en place tous ces éléments-là avec elle, enfin avec son équipe. Et donc, on peut mettre en place en fait un bilan éducatif partagé. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent les bilans éducatifs partagés dans l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est partir de ce que fait ou veut faire la personne pour l'accompagner dans son chemin. Donc voilà, donc il y a le point sur les antécédents, les traitements, etc. Et donc, on va pouvoir faire une synthèse de l'environnement, des dimensions clinico-biologiques. Et ça permet finalement de centraliser sur un même endroit tout ce qui va être fait par le médecin traitant, par le nutritionniste, par le diète, par la famille, par les parents, par les enfants. Voilà. Donc, à Vitam, nous, on a voulu vraiment que ça soit quelque chose de plutôt à remplir par les personnes et le moins possible par les professionnels de santé parce qu'on est submergé par ce genre de logiciel-là. C'est juste le fait de se connecter et d'accéder aux données et pas plus. Voilà. Donc, pour résumer, essayer de comprendre un petit peu le lien et pour conclure cette conférence, donc c'est que ça soit pour l'adulte ou pour les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire apprendre à s'écouter, à connaître sa faim, à connaître la disparition de la faim, à pas forcément remplir son estomac, à comprendre pourquoi on mange si on n'a pas faim. Est-ce qu'on a des interdits? Est-ce qu'on a des émotions? Est-ce qu'on a tendance à être external, c'est-à-dire à être attiré par l'alimentation? Pour les enfants, quel est le rôle des parents? Est-ce qu'eux-mêmes sont en difficulté? C'est très difficile. Est-ce qu'ils sont aidants? Est-ce qu'ils ne sont pas aidants? Est-ce qu'on va les voir en consultation? Est-ce qu'ils ont un problème de poids eux-mêmes? Et est-ce qu'on peut les aider? Nous, on voit souvent, quand on voit une personne en consultation, il y a souvent la famille en entier qui change, les enfants qui changent, le conjoint qui change. Et oui, c'est une dynamique de groupe. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette approche-là plutôt qu'une approche restrictive avec des régimes, parce que les gens sont un petit peu seuls dans leur coin. Voilà. Donc, avant tout, c'est finalement s'écouter. Voilà. Et je vous remercie. Merci à vous. Peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez le questionner. Ah non, il est partout en France et même à l'étranger, dans les pays francophones, dans d'autres pays francophones. Toute personne en France et dans le monde peut créer un carnet de suivi. Et on peut accéder à tous les professionnels de santé de France. C'est-à-dire que on a accès à la base de données du gouvernement avec tous les professionnels de santé de France qui sont inscrits au RPPS. Vous savez, c'est le répertoire des professionnels de santé de France. C'est-à-dire que si on cherche un professionnel de santé, même si ce professionnel de santé n'est pas inscrit sur Avitam, on peut quand même lui partager ses données. Et le jour où il créera un compte, il pourra accéder à ces données. Voilà. Par contre, s'il y a donc pour les diététiciens, il y en a certains qui ont RPPS et donc la connexion se fait automatiquement. Il y en a certains qui n'ont pas de numéro RPPS. Il suffit de faire une demande gratuite sur Avitam où vous pouvez m'envoyer un mail avec votre numéro ADELI, votre mail pro, votre nom, votre prénom, et on vous inscrit. Je peux vous donner mon adresse mail si vous voulez, si ça vous intéresse, et puis on vous inscrit pour ceux qui n'ont pas de numéro RPPS. Donc c'est vincent.attalin,
Je vais vous le noter. Hop. Vincent.attalin@vitam.com. Et vous mettez bien suite au congrès EDNH, parce que si j'ai d'autres demandes, je les prendrai pas, qu'on n'inscrive pas quelqu'un qui n'a pas de vrai numéro ADELI, etc. Donc de toute façon, il y aura de toute façon une vérification, hein, mais au moins vous avez accès facilement et vous serez inscrit dans la journée. Voilà. Donc c'est totalement gratuit et notre moyen de financement, c'est les ARS, c'est des sociétés qui nous aident. Voilà. Et on veut absolument que ça soit gratuit pour les professionnels de santé et les personnes. Alors, à partir du moment où vous êtes reconnu par les entités gouvernementales, c'est-à-dire un diplôme de soignant, il n'y a aucun souci. Voilà. Naturopathe, alors les naturopathes sans numéro gouvernemental, il faudrait que vous nous envoyiez par exemple la copie d'un diplôme, et c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de souci, on n'est pas bloqué. Il faut juste qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas des professionnels de santé qui ne sont pas des professionnels de santé qui s'inscrivent sur Avitam. Donc on essaie d'avoir une marque assez rigide, même si on est assez flexible. Et donc, par exemple, les éducateurs en activité physique adaptée n'ont pas de numéro RPPS et la plupart n'ont pas de numéro ADELI. Donc, on demande le diplôme et on demande à l'ARS de la région de nous confirmer que ces personnes sont bien inscrites. Voilà. Donc, on fait une simple vérification. Oui ? Ah non, ça peut être tout seul dans son coin. Voilà. Il est obligatoire en créant un carnet de santé de se connecter au moins avec un professionnel de santé. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le voir en consultation, ça veut dire au moins quelqu'un est connecté avec vous. Parce que sinon, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quel médecin finalement, vous pouvez mettre moi, vous pouvez mettre votre médecin généraliste, vous pouvez mettre un diète, vous pouvez mettre qui vous voulez, mais il faut au moins avoir un professionnel de santé dans son réseau. C'est obligatoire. Non, non, pas du tout. Donc on n'est pas du tout, on ne reçoit pas quand quelqu'un se connecte à nous, on ne reçoit pas de mail. Par contre, quand on se connecte, ah mince, pardon, j'avais pas vu. Quand on se connecte, on a par exemple là des notifications avec des professionnels de santé qui se connectent avec nous et des personnes qui nous ajoutent aux professionnels de santé. Voilà. Donc là, c'est des personnes qui se connectent à nous. Donc c'est juste une notification sur le site, mais on ne reçoit pas de mail, sinon on en recevrait 500 par jour, quoi. Enfin, peut-être pas 500, mais quelques-uns par jour. Bien sûr. Alors si, vous avez raison, et on y travaille. C'est pour ça qu'on a mis sur Avitam la timeline avec le programme de santé. Voilà, vous voyez, vous avez un programme de santé avec des questionnaires qui s'enchaînent. Et sinon, ils sont perdus, vous avez tout à fait raison. Et avant, on n'avait pas ça, et les gens ne savaient pas où aller. Donc en fait, quand on prépare une consultation avec un diète ou avec un médecin, on va préparer la consultation et il y a quelques questionnaires qui sont pas obligatoires mais qui sont proposés dans le programme de santé. Et ensuite, rien ne les empêche d'aller plus loin, d'aller renseigner des informations, d'autres informations qui n'ont rien à voir. Donc ça pose pas de souci. Oui. Alors, la première des choses, c'est que les gens ne nous disent pas forcément la vérité en consultation, comme vous l'avez dit. Et il n'y a pas de raison qu'ils disent plus ou moins la vérité sur Avitam, sauf que, un ordinateur ne juge jamais
Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Alors ça fait mal au cœur quand on est soignant. Ça fait mal au cœur. Les personnes ont beaucoup plus de facilité à dire ce qu'ils pensent devant un ordinateur que devant un soignant. Aïe, 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 ça fait mal, ça. Eh bien oui, parce qu'un ordinateur ne juge pas. Alors, est-ce que c'est la vérité? Personne ne le saura. En tout cas, on ne peut partir que de ce que la personne sait et de ce que la personne veut dire. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de leur état, disent mais moi je mange rien. Mais ils pensent vraiment ça, mais intimement, c'est pas du mensonge, c'est vraiment qu'ils pensent vraiment ne rien manger. Et ben, quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'ils ont des mauvaises perceptions. Voilà. Docteur, moi je mange rien, quoi. Je mange rien. Ah ben, prenez en photo votre plat, vous le mettez sur Avitam et on en rediscute. Alors vous, rien, c'est quoi rien? Ben, en fait, c'est une quantité que je pourrais jamais manger moi personnellement, mais jamais je vais leur dire moi je mange 4 fois moins. Hein. Non, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si vous mangiez moitié moins, est-ce que ça vous suffirait? Si vous mangez un quart de moins, est-ce que ça vous suffirait? Et donc c'est ce travail-là qu'on va essayer de faire avec les patients en consultation. Donc est-ce que Avitam dit la vérité? Non. Est-ce qu'il dit voilà, il faut juste prendre conscience des avantages et des inconvénients des outils qu'on a en consultation. Et non, avant. Vous avez tout compris. Donc moi, ma secrétaire, par exemple, quand on prend rendez-vous avec moi, c'est aller sur Avitam, vous préparez la consultation et M. Attalin vous voit dans un mois. Et on a gagné énormément de temps parce que le jour de la consultation, on sait s'ils sont émotionnels, restrictifs, externals. C'est génial. Voilà. Et s'ils ne l'ont pas fait, je les inscris. Je travaille sur la fin, toujours dans une première consultation ou sur la pleine conscience. Et la fois d'après, ben, j'ai accès à ces questionnaires. Voilà. Oui. Alors, déjà, on ne peut pas s'inscrire sur Avitam si on a moins de 18 ans. C'est un parent qui crée son compte et qui crée un carnet de santé spécial sur son compte tuteur. Et on commence à avoir des enfants qui commencent à répondre aux consultations à partir de 12 ans. Avant, c'est compliqué quand même, hein, la souris, lire, comprendre les questions, etc. Mais je pense que c'est à tester. Moi, je sais qu'en dessous de 12 ans, je ne le propose pas. Mais à l'hôpital de Toulouse, ils ont beaucoup plus d'expérience que ça. Voilà. Ben oui, par exemple, vous avez un médicament en tête? Doliprane. Voilà. Alors sans aide, c'est mieux, Doliprane. Voilà, on clique dessus. On dit à partir de quand on le prend, ben voilà, cette année. Ou on met une date précise, ben tiens, je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai pris aujourd'hui. On peut rajouter une information, une photo, et on ajoute. Voilà, c'est fait. Exactement, tout à fait. Et donc on parlait avec une consoeur tout à l'heure justement, elle disait, tiens, elle a vu en consultation une patiente et qu'on a en commun, comment je vous envoie le courrier? Ben, on le met là, et pour 2 secondes en fait. On va surajouter une information médicale, on met un petit mot et ça se rajoute tout seul. Et donc ça permet de voir qui a consulté, donc ça permet de créer un réseau autour de la prise en charge de l'obésité. Voilà. Oui. Bah, c'est un peu tout à la fois. Il y a certaines personnes qui vont ne plus en avoir envie. Il y en a qui vont être dégoûtés. Voilà. Et il y en a qui ne vont pas le faire, mais qui seront quand même guéris. Et donc, je ne peux pas vous dire que 100% des personnes vont avoir ces objectifs-là. Mais en fait, le but de ce test, c'est vraiment de faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'ils ont passé 30 ans de leur vie ou 40 ans de leur vie à s'interdire de manger du chocolat et maintenant, un professionnel de la nutrition les oblige à manger du chocolat. Mais ils sont totalement perdus. Alors, on peut aller voir, d'ailleurs, c'est assez intéressant, test du chocolat. On pourrait voir un peu dans les articles, test du chocolat, voir ce que disent les personnes. C'est intéressant.
J'évite d'acheter du chocolat, sinon j'ai vraiment du mal à ne pas en manger. Ben voilà, typiquement, j'achète très rarement du chocolat car je les mangerai trop rapidement. J'achète très rarement du chocolat, sinon je le mange en 2 jours. J'ai pas fait ce test précis avec du chocolat, mais avec des bugnes et du fromage. Mais c'est une expérience que je vis mal car j'ai du mal à me maîtriser pour arrêter d'en manger. Donc là, nous, on répond, le but de ce test est vraiment de ne pas se contrôler et de voir ce qui se passe lorsqu'on mange à plusieurs repas consécutifs. L'aliment interdit, le corps humain est fait de telle façon que l'envie de manger d'un aliment ne fait que diminuer au cours de sa consommation. Ça, c'est le concept du rassasiement spécifique. Donc on a de moins envie au cours de la prise alimentaire. Le chocolat n'a jamais été mon dada, c'est plutôt les plats épicés qui nécessitent du pain, d'où ma prise de poids. Pendant 5 jours, je me suis forcé à prendre des barres chocolatées dès que l'envie de manger me prend. L'essai est quasi concluant puisque je me suis réconcilié avec Monsieur Chocolat. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc nous on fait yes, super. Moi j'achète maintenant du chocolat mais j'arrive à me limiter à 2 carrés, c'est tout. Je ne tiens pas à en être écœuré. Ben voilà, très bien. Donc on ne sait pas finalement ce que ça va faire. Et peut-être que d'autres utilisateurs répondront d'autres choses. Ça fait que quelques jours qu'on a mis, enfin quelques semaines. Ça fait 5 mois qu'on a mis en place. Donc on commence à avoir de plus en plus de réponses. Et plus il y a de personnes, mieux c'est. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais peut-être que ça pourra arriver. Et peut-être que vous travaillerez avec la personne qui sera là en disant « Mais alors, comment est-ce que vous expliquez que le fait d'en avoir mangé vous donne encore plus envie ?» Voilà. Alors, comment vous vous sentez à l'intérieur? Comment vous expliquez que vous avez tant envie de chocolat? Vous savez que le chocolat est un très bon antidépresseur. Comment va le moral, par exemple? Comment va votre stress? Et peut-être de travailler là-dessus et sur des petites quantités. Je sais pas, j'ai pas la solution, mais je pense que l'écoute est la plus importante en disant bah oui, je comprends, c'est pas facile. Vous avez fait ce test, vous avez essayé de vous en passer, vous en avez encore plus envie. Alors est-ce que vous avez vraiment remplacé tous vos repas? Est-ce que vous avez voilà? J'ai répondu à votre question? Merci. C'est pendant 5 jours, remplacer totalement le repas par que du chocolat. Ouais. Ah, alors quoi, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait être dangereux de manger pendant 5 jours? Et alors, ça fait quoi? Alors, si on est diabétique, effectivement, il y a un risque concernant la confiture, mais le jugement clinique va faire que... Alors, est-ce qu'il vaut mieux manger de la confiture et s'arrêter quand on n'a plus faim pendant 5 jours à tous les repas, ou manger des grandes quantités de salade avec un peu de tout et des... Je sais pas moi. Est-ce qu'il vaut mieux manger des petites quantités de confiture et de s'arrêter quand on n'en a plus envie pendant 5 jours, ou avoir des repas complets, mais s'ils viennent nous voir en consultation, c'est qu'ils ont un problème avec l'alimentation, donc c'est qu'ils mangent trop. Nous, on a des personnes qui se mettent à manger que des choses qu'ils aiment en petite quantité et leur diabète va bien mieux. Le diabète n'est pas qu'une question de sucre rapide, mais c'est une question de glucides dans tout. Et il y a des glucides dans tout. Il y a des glucides dans les fruits, il y a des glucides dans le miel, il y a des glucides dans la majeure partie des fruits, des légumes. Et donc, les gens qui mangent en trop grande quantité mangent trop de tout. Donc, ils mangent trop de sel, trop de sucre, trop de de gras, de protéines. Donc le fait de diminuer les quantités fait qu'ils vont manger moins de tout, donc c'est en général mieux pour leur santé. Et nous on a des personnes qui n'ont plus de diabète, n'ont plus d'hypertension, n'ont plus d'apnée du sommeil parce qu'ils ont diminué leur poids et donc ils se sentent libérés, ils n'ont plus de cholestérol, mais on ne travaille pas du tout sur le fait d'interdire les aliments, pas une seule seconde. Oui ? Jamais je ne parle de calories en consultation. Jamais. Et je ne pèse jamais mes patients. J'ai pas de balance dans mon bureau. Jamais.
Je vois un silence. Ça vous choque que je pèse pas mes patients? Ah, ben, posez la question à vos patients. Est-ce qu'ils le réclament d'être pesés? Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent en voulant perdre du poids, mais c'est pas ça qu'ils veulent vraiment. Est-ce qu'on a envie de faire 77 kilos ou 84 kilos? Qu'est-ce qui va changer avec ce poids-là? Si je fais 77 kilos, que j'ai perdu tous mes muscles, mais que je ne peux pas rentrer dans ma robe, et que je suis essoufflé en montant tous mes étages, et que j'ai pas trouvé de petits copains, est-ce que c'est ça la vie? Et finalement, quand on leur pose la question, la plupart des gens, ils s'en foutent complètement du poids. Mais ils se rendent compte que ce qui est important pour eux, c'est finalement de pouvoir aller marcher, de pouvoir faire du vélo, de pouvoir être aimé, de pouvoir aimer eux-mêmes, de pouvoir bouffer la vie, quoi. Et moi, je leur pose souvent la question, écoutez, je vous propose 2 solutions. Quand ils sont très attachés à la notion de poids, je leur propose 2 solutions. Première solution, on se revoit dans 6 mois, vous avez atteint votre poids, mais vous faites la même silhouette. Vous avez perdu du muscle et vous avez perdu de l'eau, vous êtes plus du tout constipé, vous avez perdu votre poids, d'accord? Mais votre silhouette n'a pas changé, vous n'avez pas de changement concernant votre essoufflement, vous n'êtes pas mieux dans votre peau. Mais le poids, nickel. Autre possibilité, dans 6 mois, on se revoit, vous n'avez pas perdu 1 kilo, en tout cas je ne sais pas. Par contre, vous rentrez dans un 44 maintenant, ou dans un 40, ou je ne sais pas, et vous vous sentez mieux, et vous êtes moins essoufflé. Mais qu'est-ce que vous choisissez? Il n'y a personne qui a choisi, en tout cas, peut-être que je pose les questions un peu bizarrement, mais personne n'a choisi le chiffre sur la balance. Personne. Donc testez-le, hein. Moi c'est que mon expérience, je ne dis pas que j'ai la vérité, c'est juste mon expérience. Et testez-le avec les personnes, quand on les écoute, souvent, ils s'en foutent complètement du poids. Et même, ça les interroge, tiens, mais vous ne m'avez pas pesé, finalement vous ne me jugez pas. Ah, c'est intéressant peut-être. Oui. Exactement. Tout à fait. Ouais, alors... Alors, les multifréquences, quand même, mais coûtent très cher. Voilà, les multifréquences peuvent quand même faire la part des choses. Mais ce qui est compliqué, c'est... Ok, maintenant, vous avez 37% de masse grasse. C'est quoi votre objectif? Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand on va dans les centres de sportifs de haut niveau, ils veulent avoir 4% de masse grasse. Mais pourquoi 4? Parce qu'il y a un pote à eux qui était à 3,5 ou 4,5. Ils veulent être mieux que les autres parce qu'ils ont l'esprit de compétition. Et pourquoi 4% de masse grasse? On est plus heureux à 4% de masse grasse? Pour la compétition, effectivement, il y a un rôle très important. Mais pour les personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité, c'est plus compliqué. Oui, je vous en prie. Je vais devoir y aller, je consulte à 10h15. J'acquiesce totalement. J'acquiesce totalement. Et dans le sommeil, c'est pareil. Dans le sommeil, il y a des personnes qui viennent nous voir en disant « Moi, je veux absolument dormir 7 heures. » Mais putain, mais pourquoi 7 heures? Vous avez 80 balais, vous faites rien de la journée, mais pourquoi vous voulez dormir 7 heures? Vous n'avez pas besoin de 7 heures de sommeil, désolé, vous avez besoin de 3-4 heures. Et du coup, je prends des Stilnox parce que je me mets à 20 heures au lit et je ne m'endors pas avant 3 heures du matin. Mais c'est normal, vous avez besoin de 3 heures de sommeil. Donc j'acquiesce totalement, ouais. Oui, allez-y. Oui. Alors je suis très étonné effectivement que la question ne soit pas arrivée avant. Parce que souvent c'est la première des choses qu'on me dit, mais si j'ai pas faim au moment où je peux manger, et qu'est-ce qui se passe si j'ai faim au moment où je peux pas manger?
Vous avez déjà fait des voyages en avion avec un décalage horaire? On arrive de l'autre côté de l'océan, on n'a pas sommeil au moment où il fait nuit et on a sommeil au moment où il fait jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, on va se décaler d'1 heure et au bout de 5 jours, on aura totalement récupéré son rythme. Mais c'est pareil pour la faim. Oui, pendant 5 jours, c'est le bordel absolu. Pendant qu'on fait ce test, les gens ils ont faim à 10 heures, puis à 18 heures, puis ils n'ont plus faim pendant 2 jours. Donc c'est effectivement très compliqué. Mais au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, dans la mesure où on a une activité le matin et l'après-midi et qu'on n'a pas d'activité la nuit, on a comme par hasard faim le matin, le midi et le soir. Si on n'a pas faim le matin, 2 raisons. Soit on a trop mangé la veille, soit on s'est levé trop vite. Si on n'a pas faim le midi, soit qu'on a trop mangé le matin, soit il n'y a pas d'autre soit. Et si on n'a pas faim le soir, c'est qu'on a trop mangé le midi. Donc finalement, c'est assez logique. Et que oui, ça peut être compliqué pendant un moment. Et puis même, si tous les collègues vont au self et qu'on n'a pas faim, on n'est peut-être pas obligé de manger tout. On peut manger juste un peu. Et puis si un jour on a faim et que les collègues vont au self dans 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? On va tester. Un jour, on va y aller tout seul et on va se rendre compte que c'est nul. Et la fois d'après, on essaiera de se dire tiens, je vais manger un petit quelque chose, mais on n'aura pas faim au repas, donc c'est nul. Et ensuite, peut-être qu'on se dira c'est pas grave d'attendre un peu, ça n'a jamais tué personne d'avoir faim. Et voilà. Donc il faut tester. Moi, j'ai pas les réponses pour tout, mais le corps est tellement bien fait qu'en général, ça fonctionne bien. C'est très difficile, votre position. Je ne sais pas quoi vous dire. Je comprends bien. Donc si on vous demande une trace écrite, faites une trace écrite. En tout cas, je n'ai pas la réponse déjà. Et ensuite, on vous demande de faire des choses. Et vous rentrez aussi en lien avec des professionnels de santé qui vous prescrivent des choses. Donc s'ils vous prescrivent des choses et qu'ils vous prescrivent justement de faire un lien écrit, effectivement, je comprends tout à fait que vous ayez besoin de le faire. Et peut-être que dans quelques années, vous irez former les médecins avec qui vous travaillez en leur disant, vous savez, le poids, c'est peut-être pas finalement plus important, mais on parle de tour de pantalon, de tour de taille, de bonheur, de qualité de vie. Et peut-être que dans votre profession et quand vous serez installé, peut-être que ça changera, mais je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres réponses. Oui. Ouais. Tout à fait d'accord. Alors après, il faut voir aussi que la société veut que les personnes maigrissent quand même. Et donc on est dans une société où, quand on est mince, on est en bonne santé. C'est faux d'ailleurs. Hein. Vous savez que le U de la mortalité, c'est les gens qui sont en surpoids. Vous avez vu cette étude dans le BMJ. C'est que les gens qui sont de poids normal ont la même mortalité que les gens qui sont en situation d'obésité. Et les gens qui meurent le moins sur Terre, ce sont les gens qui sont juste en surpoids. Donc ça fait partie de la grossophobie médicale finalement de vouloir absolument faire perdre du poids aux personnes qui sont en consultation de médecine générale pour une simple... Donc peut-être justement, je pense que ce regard un petit peu différent peut peut-être changer le quotidien de beaucoup de personnes. Bon, mais je vous remercie.